Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 30. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler vin et notamment Grand Cru. Donc, nous allons lire un certain nombre de petits articles glanés ci et là sur le web. Et pour le premier, nous sommes sur le site de cavissima.com. Cavissima.com. Et je vais vous présenter un vin qui s'appelle Château Mouton Rothschild 2017, premier grand cru classé. Alors le format, c'est une bouteille à 75 centilitres qui est vendue 567 € TTC sur le site. Alors je vous présente brièvement le vin en question. Le domaine. Au cœur de l'appellation Pauillac, Château Mouton Rothschild est un prestigieux domaine. Il fut acheté par le baron Nathaniel de Rothschild en 1853. Le château porte à cette époque le nom de Bran-Mouton avant qu'il soit renommé par son nom actuel. En 1855, il fut classé deuxième grand cru classé. Il faudra attendre 1973 pour qu'il soit reclassé premier grand cru classé lors de la révision du classement. Sur chaque millésime, vous pouvez découvrir une nouvelle étiquette réalisée par un artiste majeur. Nous allons nous arrêter là. Donc, c'est un vin de ce domaine, Château Mouton Rothschild 2017, premier grand cru classé, à 565 € la bouteille. Alors, je continue sur les grands crus classés. Et je vais sur le site bordeaux.com. Bordeaux.com où je trouve un article sur les vins de Bordeaux. Donc, grand cru classé en 1955, Médoc et Sauternes. L'histoire de ce classement. Exposition universelle de Paris en 1855. Napoléon III demande à chaque région viticole d'établir un classement. Le déclic. La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, créée en 1705, initie le dossier pour la Gironde. Les critères. Notoriété des crus et prix des transactions. Signes particuliers. Dans ce classement figurent uniquement les vins rouges du Médoc, les vins blancs liquoreux de Sauternes et de Barzac et un cru rouge des Graves. Les catégories. Côté rouge, 60 crus du Médoc et un cru de Pessac-Léognan, Château-Aubryon, selon 5 catégories. 5 premiers crus, 14 deuxièmes crus,
14 troisième cru, 10 quatrième cru et 18 cinquième cru. Côté blanc liquoreux, 27 crus des appellations Sauternes et Barsac, 1 premier cru supérieur, 11 premiers crus, 15 deuxième crus. Alors, les premiers crus. Château Lafite Rothschild, Pauillac. Château Latour, Pauillac. Château Margaux, Margaux. Château Mouton Rothschild, Pauillac. Château Aubryon, Pessac. Deuxième cru. Château Rosan Ségla, Margaux. Château Rosan Gassy, Margaux. Château Léoville Lascazes Saint-Julien. Château Léoville Poiferré Saint-Julien. Château Léoville Barton Saint-Julien. Château Durfort Vivens Margaux. Château Gruau La Rose Saint-Julien. Château Lacombe Margaux. Château Bran Cantenac Margaux. Château Pichon Baron Pauillac. Château Pichon Longueville Comtesse de la Lande Pauillac. Château du Cru Beaucaillou. Château du Cru Beaucaillou Saint-Julien. Château Cos d'Estournel Saint-Estèphe. Château Montrose Saint-Estèphe. Troisième cru. Château Kirwan Margaux. Château d'Issane Margaux. Château Lagrange Saint-Julien. Château Langois Barton Saint-Julien. Château Giscourt Margaux. Château Malesco Saint-Exupéry Margaux. Château Boyd Cantenac Margaux. Château Cantenac Brown Margaux. Château Palmer Margaux. Château La Lagune au Médoc. Château d'Esmirail Margaux. Château Calon-Ségur Saint-Estèphe. Château Ferrière Margaux. Château Marquis d'Alem Becker Margaux. Alors nous passons sur les quatrièmes crus et les cinquièmes crus. Alors pour les vins blancs liquoreux, le classement compte 27 crus de Sauternes et de Barsac, répartis de la façon suivante. Premier cru supérieur, Château d'Yquem Sauternes, AOC Sauternes. Premier cru, Château La Tour Blanche, Sauternes. Château La Faurie, Péraguet, Sauternes. Clos au Péraguet, Sauternes. Château de Reine-Vigneault, Sauternes. Château du Suduireau, Sauternes. Château Coutet, Barsac. Château Climens, Barsac. Château Guiraud, Sauternes. Château Rieux-Sec, Sauternes. Château Rabot Promis, Sauternes. Château Cigalas, Rabot, Sauternes. Alors, nous nous arrêtons ici au premier cru. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez avoir plus de détails sur les autres en allant sur le site bordeaux.com. Alors, je continue avec les 6 plus belles collections de vins du monde. Alors, je suis sur le site du Parisien, lesgrappes.leparisien.fr. L'article s'intitule « Partez à la découverte des 6 plus belles collections de vins du monde ». Il est daté du 31 mai 2017. C'est la cave qui fait le prestige du collectionneur. Et les collectionneurs rivalisent entre eux par le contenu de leur cave. Les crus extraordinaires se font concurrence et la constitution d'une cave
devient une course aux produits exceptionnels et de qualité. Outre les bouteilles incontournables, une belle collection de vins contient des crus célèbres, prestigieux, des bouteilles d'exception. Le tout est stocké dans les meilleures conditions, dans des caves de qualité. Nous verrons donc que la collection va de pair avec la cave, ce qui inclut souvent que la collection est celle d'un établissement prestigieux, quel est le précieux cellier de restaurant. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les plus belles collections de vins et ce qui fait leur valeur. Les grappes vous amènent à visiter les prestigieux celliers. La collection de la Tour d'Argent à Paris. La Tour d'Argent est une légende. C'est dans son sous-sol que David Ridgway, chef sommelier de la Tour, mais aussi maître des lieux, recueille ses bouteilles. Sa collection compte environ 35 000 bouteilles stockées dans une cave de 1500 mètres carrés. La collection de vins de la Tour d'Argent sert à alimenter le plus ancien restaurant de Paris, qui date de 1582 et qui sert de cave à cette collection de bouteilles rares. La collection de la Tour d'Argent est donc accessible pour les clients du restaurant. Elle peut donc se déguster. Cette collection compte à la fois des vins du 19e siècle, comme le Clos Vougeot 1874, mais aussi les tout premiers crus classés de Bordeaux, des millésimes des années 1980 et 1990. L'on retrouve donc des millésimes anciens et des crus récents exceptionnels. L'originalité de cette collection réside dans le fait que certains des vins sont conservés dans des bouteilles de 37,5 centilitres. Ce sont des mini-bouteilles uniquement produites pour la Tour d'Argent et ne se trouvent pas dans le commerce. La cave à vin du château à Paris. Cette nouvelle cave à vin mêle tradition et modernité dans le Clarence, qui l'accueille en ses murs. La cave du château est située dans un hôtel particulier adjoint d'un restaurant gastronomique en bas des Champs-Élysées. Elle compte de nombreuses références, notamment en matière de Bordeaux, plus de 2000 références, et compte s'agrandir encore. En effet, la cave regroupe tous les plus grands châteaux des rives droite et gauche, avec cette particularité qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les propriétaires et le cellier. Cela fait partie des gages de qualité sur les vins, sur les grands vins. Le maître des lieux est le prince Robert de Luxembourg, propriétaire du château Aubryon. C'est un amoureux des vins qui a choisi de pourvoir sa cave de ses propres vins. La cave compte ainsi 40 millésimes du château Aubryon rouge de 1961 à 2013 sous différents formats, de la demi-bouteille 37,5 centilitres au Salmanazar 9 litres. La collection de l'hôtel de Paris, Monte-Carlo à Monaco. Dans les couloirs souterrains de l'hôtel de Paris Monte-Carlo à Monaco sont regroupés près de 550 000 grands vins, une collection unique pour le restaurant Louis XV. L'hôtel fait partie des établissements hôteliers mythiques. C'est un palace. Et la cave de ce palace recueille à 13 mètres de profondeur l'une des caves à vin les plus prestigieuses du monde. La cave a été inaugurée en 1874 par Marie Blanc
épouse et successeur du fondateur de la Société des bains de mer. Ces 1500 mètres carrés en font l'une des plus grandes caves du monde. C'est également une cave de prestige puisqu'elle recueille des vins très rares comme le Château Margaux 1929 ou le Château d'Yquem 1890. La collection se divise en deux catégories: les vins à faire vieillir et les vins à boire. Les vins à vieillir sont conservés dans des caisses de bois jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur maturité. Les écrins de bois sont alors ouverts et les bouteilles sont exposées sur des clayettes. La collection est donc vivante, en renouveau permanent. Les vins de la collection de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo peuvent être dégustés dans le restaurant Louis XV. Quand les vins sont arrivés à maturité, le sommelier les ajoute à la carte des vins du restaurant. L'occasion de découvrir des trésors des vins. La collection du Recondo à San Sebastián en Espagne. La collection familiale est issue d'une passion perpétuée depuis plus de 50 ans. Cela a permis de constituer une cave prestigieuse pour un restaurant familial. C'est l'œuvre du propriétaire Tsomin Recondo qui, en 1964, a décidé de faire de son passe-temps un mode de vie. Il a voulu donc commencer une cave à vin et s'ouvrir aux produits viticoles du monde entier. C'est là la condition d'une collection riche et variée. La cave du restaurant, située à San Sebastián, est considérée comme l'une des plus belles caves de restaurant du monde. Elle abrite environ 120 000 bouteilles et 4 000 références de vin. Tsomin Recondo a tâché de découvrir les vins issus de terres du monde entier. Plus de 20 pays sont représentés dans sa collection. On compte par exemple la collection du Château d'Yquem, premier cru supérieur classé en 1855, sur de très nombreux millésimes à Sauternes, ou encore l'impressionnante verticale de Marquès de Riscal. La collection formée par Tsomin Recondo est une histoire de passion, de goût et de découverte. C'est ce qui en fait une des plus belles collections, soigneusement préservée dans une cave familiale. La collection de Belmonte Villa San Michele à Florence en Italie. Cette collection des plus grands vins de la Toscane est présentée dans l'hôtel Belmont Villa San Michele sur les hauteurs de Florence. La Villa San Michele est d'être un des prestigieux hôtels florentins. La Villa San Michele, avant d'être un des prestigieux hôtels florentins, était un monastère. Dans l'une des plus anciennes pièces du bâtiment a été établie la cave dans laquelle les bouteilles sont conservées. 400 domaines sont représentés sur plusieurs millésimes. Ce sont essentiellement des vins de Toscane dont la renommée est indiscutable. Parmi ces précieux vins, l'on retrouve des Brunello di Montalcino, Montepulciano, Bolgheri. Le principe de cette cave est de retracer l'histoire de la Toscane viticole. Chaque dégustation devient un voyage dans le temps pour découvrir une année, une terre. La dégustation est donc agrémentée d'une leçon d'histoire, d'une découverte. Silvestro Napoletano,
propose des dégustations comparatives de plusieurs récoltes du vin emblématiques du domaine San Guido, par exemple à travers les années 1985, 1988, 1990, 1997, 2001, 2007, pour saisir toutes ces saveurs, ces évolutions. La collection de vins peut donc se concentrer sur un territoire plutôt que sur un panel très large. Ainsi, elle permet de découvrir entièrement une terre au cours des années et de ses productions. La collection de Michel-Jacques Chasseuil, la plus belle cave au monde. Le cellier de Michel-Jacques Chasseuil est considéré comme le plus grand, comme recelant la plus belle collection. En effet, il possède plus de 40 000 bouteilles, incluant les plus grands millésimes. Mais aussi et surtout, Michel-Jacques Chasseuil détient la bouteille la plus chère du marché, un Richebourg 78. Le secret de Michel-Jacques: avoir commencé sa collection tôt. En effet, le début de sa collection date de l'époque où il était ouvrier. Son but: constituer la base d'un musée du vin. Michel-Jacques Chasseuil considère que chacune de ses bouteilles pourrait être une leçon d'histoire. Il possède par exemple des bouteilles qui ont appartenu à Napoléon quand il était à Sainte-Hélène. Pour collectionner de telles bouteilles, la cave doit offrir les meilleures conditions de conservation. C'est Michel-Jacques qui l'a construite lui-même, à partir de parpaings. Sa cave, sa collection, tout cela est donc son œuvre. Et l'on peut ici voir que le vin est un travail passionné. Son investissement pour ses bouteilles traduit son attachement à la culture viticole. Ok, après avoir découvert les 6 plus belles collections de vins du monde, nous allons parler de l'année 2015. Un grand millésime pour Bordeaux. Alors, nous sommes sur le site du Figaro. avis-vin.lefigaro.fr. L'article s'intitule 2015, un grand millésime pour Bordeaux. Pour le Figaro, l'experte britannique Jane Hanson, fine connaisseuse des châteaux de la région, du Médoc à Saint-Émilion, a dégusté les vins issus de la dernière vendange. Elle nous livre ses impressions. Par Jane Hanson, publié le 25 avril 2016. Mais que leur faut-il de plus? Doivent se demander les viticulteurs bordelais. En effet, 2015 s'annonce clairement comme le meilleur millésime depuis 2010, avec de belles réussites, rive droite comme rive gauche. Les vins les plus remarquables possèdent des tanins souples, un fruit plantureux et parviennent à allier l'intensité à un équilibre qui convoque le souvenir d'aussi grandes années que 2005 pour le Médoc et le Grave et 1998 pour le Saint-Émilion et le Pomerol. Et pourtant, les vins ont été accueillis avec une réserve excessive, beaucoup de commentateurs restant focalisés sur les pluies de septembre sur le nord du Médoc et prédisant que l'enthousiasme pour les plus grands vins ne résisterait pas face au prix. Certes,
tous les Bordeaux 2015 n'ont pas connu la même fortune. Les choses avaient bien commencé avec un printemps magnifique qui a donné un bourgeonnement et une floraison rapide et réguliers. Mais le temps s'est vite réchauffé. Avec seulement 50% du niveau habituel des pluies entre avril et juillet, ce qui a réveillé le spectre de 2003. Une averse est très opportunément arrivée en août, apportant 90 millilitres d'eau sur un sol assoiffé. C'est peut-être la seule année où la pluie a sauvé le millésime, commentait Véronique Sanders du château Aubailly. À partir de ce moment, le tableau est devenu un peu plus complexe. La majorité du Bordelais a connu un automne relativement frais, mais sec et ensoleillé, avec environ 50% du niveau habituel des pluies en septembre et en octobre, ce qui a permis une vendange tranquille et sans stress. Le nord du Médoc a eu moins de chance avec des pluies atteignant localement 90 à 110 mm, en exerçant davantage de pression sur les dates de vendange. Mais beaucoup de domaines ont obtenu des vins merveilleux grâce à une sélection soignée et à des cépages résistants, alors que sur la rive droite, l'excès de soleil a entraîné un haut risque, celui de surmaturation et de teneur élevée en alcool, comme le fait remarquer Olivier Bérouet chez Pétrus. Notre travail est de résister à la tentation. C'est exactement ce que firent les meilleures propriétés. Saint-Émilion, Pomerol et les Côtes. Il y a 1000 raisons de tomber amoureux des vins de la rive droite, dominés par le merlot. Même si, à l'évidence, certains producteurs croient encore que le raisin doit être poussé à maturation extrême avant d'être encore un peu fouetté avec du chêne tout neuf. Il semble perdre du terrain cette année. Beaucoup de producteurs ont créé des vins qui égaleront vraiment ceux de 1998. Pétrus, Auxonne et Cheval Blanc ont prouvé leur valeur et Angélus se hisse à la hauteur de son appellation de premier cru bien plus nettement que depuis sa promotion en 2012. Le véritable intérêt du Saint-Émilion se trouve cette année sur son plateau calcaire. Guettez les châteaux Canon, Bellevue, Trotte-Vieille, La Clotte et Quintus, et cherchez parmi les autres enclaves calcaires en Fronsac et Castillon. À l'autre bout de l'appellation Saint-Émilion, Quinault-l'Enclos, sur sable et galets, prouve qu'un château peut faire de très belles choses quand il cesse de bidouiller la vinification et se recentre sur les fondamentaux du vignoble. Pessac-Léognan est grave. Depuis 10 ans, excitation et l'impression de possibilités infinies dominent en Pessac-Léognan. Et les prix suivent à mesure que les châteaux commencent à jouer du muscle. La qualité des vins de domaines comme Smith-au-Lafitte, Aubailly et domaines de Chevalier se comparent facilement aux plus grands crus de Saint-Émilion et du Médoc, et tous trois produisent des vins moins réputés mais de valeur, respectivement le Thil, le Pape et Domaine de la Solitude. Des changements sont en cours ailleurs dans la région. Le consultant Éric Boissonneau apporte une plus belle élégance au château de Rouillac, de même que Serge Charit au château Hannetot. Et la famille Bonny
du château Malartic-la-Gravière, célèbre ses 10 ans au château Gazin-Rocancourt avec un excellent cru 2015. Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien. Margaux est la plus grande appellation du Médoc, avec presque 1500 hectares de vignobles. Dans de nombreux millésimes, cette taille la rend imprévisible, mais il sera difficile de se tromper pour 2015. Les châteaux Angludet, Cantenac, Brown, Malescaut, Saint-Exupéry et Giscourt sont particulièrement intéressants. Un bon conseil: regardez du côté des crus bourgeois proches de l'appellation Margaux, comme les châteaux d'Arsac ou Cambon-la-Pelouse. Plus au nord, la qualité est moins régulière et de nombreux domaines ont fait mieux en 2014, ou du moins aussi bien, mais les prix risquent de faire de 2014 une meilleure affaire. Soyez donc plus attentifs, même s'il n'y a aucun doute sur la réussite des châteaux Saint-Pierre, Gloria, du cru Beaucaillou et Léoville-Las Cases à Saint-Julien, ou des grands puits Lacoste, Claire-Milon, Haut-Bataillais et Pichon, Longueville, Comtesse à Pauillac. Donc, nous allons nous arrêter là. Mais vous pouvez continuer l'article, de lire l'article sur le site du Figaro avec les blancs sauternes et leurs 5 coups de cœur pour 2015. Donc, je vous remercie pour votre bien aimable attention et bonne journée.